Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité surprenante concernant la viande que vous achetez au supermarché et comment les méthodes de conservation ancestrales ont surpassé les technologies modernes. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre documentaire de ce genre. Observez attentivement le bacon que vous avez acheté il y a moins d'une semaine. Sur les bords, une teinte grisâtre commence déjà à apparaître. À l'ouverture de l'emballage, une odeur particulière se dégage, un mélange aigre aux notes chimiques. Au bout de 7 jours, la surface est visqueuse. Vous jetez le produit. Imaginons maintenant une scène totalement différente. En 1547, en Autriche, un fermier transforme un cochon entier. Il sale la viande, la fume au bois de hêtre et la suspend dans la fraîcheur de sa cave. 16 mois s'écoulent. Le dimanche de Pâques suivant, sa famille se réunit pour déguster ce jambon. Non seulement la viande est restée propre à la consommation, mais elle a développé des caractéristiques supérieures à celles du produit frais. Quel savoir possédait ce paysan du Moyen-Âge, armé seulement d'outils rudimentaires et de bois de chauffage que notre chaîne de distribution contemporaine semble avoir oublié? La réponse réside dans le pouvoir du sel, de la fumée et du temps. Des choses que la réfrigération et les emballages plastiques ne peuvent tout simplement pas reproduire. Et il y a une raison précise pour laquelle l'industrie agroalimentaire préfère que vous ne compreniez pas cette différence fondamentale. Examinez attentivement la liste des ingrédients sur n'importe quel paquet de bacon de supermarché. Vous y trouverez de l'eau, non pas l'humidité naturellement présente dans la viande, mais de l'eau ajoutée intentionnellement. Les transformateurs industriels utilisent des équipements munis de plusieurs aiguilles pour injecter une solution saline directement dans le tissu musculaire. Ils parlent d'amélioration, mais le terme plus juste serait falsification économique. Une tranche de bacon moderne peut contenir entre 15 et 25% d'eau ajoutée. Vous payez le prix des protéines animales pour un mélange d'eau du robinet, de phosphate et de chlorure de sodium. Lorsque vous achetez un paquet de bacon à 10 $, environ 2 $ sont consacrés uniquement à l'eau. Chaque année, les familles américaines gaspillent collectivement 2 milliards de dollars en eau commercialisée comme aliment. Cependant, le problème financier n'est que le début. L'eau injectée compromet la sécurité du produit. Les scientifiques utilisent le terme « torréactivité de l'eau » pour quantifier la quantité de liquide disponible pour les micro-organismes. L'eau pure obtient un score maximal de 0. La viande crue fraîche obtient un score d'environ 0,98. Les bactéries prolifèrent dans cet environnement. La salmonelle ne peut se développer lorsque l'indice descend en dessous de 0,95. Coli cesse sa prolifération à ce même niveau. Listeria, un micro-organisme responsable de 60 décès par an aux États-Unis, nécessite un indice de 0,92 ou plus. Votre bacon moderne saturé d'eau présente des indices compris entre 0,96 et 0,97. Il est devenu un véritable paradis pour les bactéries, enveloppé de polymères. Le bacon médiéval, après des semaines de salage et de fumage, atteignait un indice compris entre 0,85 et 0,88. À ce niveau, aucun organisme ne peut proliférer, ni bactéries, ni champignons, ni levures. La viande devient chimiquement hostile à la vie microbienne. La réfrigération devient inutile car il ne reste plus de ressources exploitables par les micro-organismes. La situation empire encore. L'eau injectée n'est pas pure. Elle contient du phosphate de sodium, un composé chimique qui provoque le gonflement des fibres musculaires et une rétention d'eau accrue. Observez attentivement la cuisson du bacon transformé. Une mousse blanche se forme dans la poêle. Il s'agit de l'eau ajoutée qui s'évapore, emportant avec elle des protéines dissoutes. Le bacon rétrécit, parfois jusqu'à 30%. Vous ne cuisinez pas du vrai bacon. Vous faites bouillir de la viande injectée dans son propre bain chimique. L'industrie est consciente de cette réalité depuis les années 1950, date à laquelle l'injection mécanique est devenue la norme. Auparavant, le bacon était préparé selon la méthode traditionnelle, frotté au sel, laissé à reposer pendant des semaines, puis fumé. Au cours de ce processus, il perdait 25% de son poids, ce qui représentait une perte de profit. L'industrie a donc trouvé une solution non seulement pour stopper cette perte, mais aussi pour augmenter le poids du produit.
Elle a transformé une méthode de conservation en une méthode de maximisation des profits, au détriment de votre santé. Mais voici ce qui devrait susciter une véritable indignation. Ce produit humide, injecté et propice à la prolifération bactérienne est étiqueté naturel et traditionnel. Certains emballages mettent même en avant le terme non traité. Ils utilisent de la poudre de céleri à la place du nitrite de sodium et prétendent que c'est plus sain et plus authentique. C'est une affirmation mensongère. La poudre de céleri est simplement du nitrate concentré extrait de légumes. Lorsque les bactéries présentes dans la viande transforment ces nitrates en nitrite, il s'agit exactement de la même molécule chimique que celle assimilée par votre organisme. La seule différence réside dans l'étiquette et le prix. Vous payez 3 $ de plus par livre pour une stratégie marketing. Le fermier du Moyen Âge n'injectait pas d'eau dans sa viande. Il faisait exactement le contraire. Il en extrayait la moindre goutte d'humidité, transformant ainsi les tissus en une substance capable de survivre à l'hiver, au siège et aux traversées océaniques. Sa viande était conçue pour durer. La vôtre, elle, est conçue pour périmer. Revenons à ce fumoir alpin, car ce qui se passait à l'intérieur de cette structure en bois pendant 6 semaines n'avait rien de primitif. C'était une ingénierie chimique sophistiquée, alliée aux lois physiques de la conservation. Le processus commençait le jour même de l'abattage du porc. L'éleveur découpait la viande en gros morceaux, jambon, poitrine, épaules. Quelques heures plus tard, alors que les tissus conservaient encore leur chaleur, il les enrobait complètement de gros sel pur, en l'imprégnant sur toute la surface exposée. Le but n'était pas le goût, mais une véritable guerre chimique. Le sel agit comme une arme. Lorsqu'on enveloppe de la viande dans du sel, l'osmose se déclenche immédiatement. L'eau contenue dans les cellules musculaires est attirée par les cristaux de sel en surface. Les cellules se contractent. Le liquide qui s'en échappe transporte le sang, les bactéries et les nutriments nécessaires à la survie des micro-organismes. Au cours des 7 jours suivants, la viande perdra 15% de son poids. Tout ce volume est de l'eau qui s'écoule dans le lit de sel situé en dessous, mais voici le secret. Au Moyen-Âge, on ne se contentait pas d'appliquer du sel une seule fois. Au bout d'une semaine, on retirait le sel humide et ensanglanté pour appliquer du sel frais et sec. Puis, on répétait l'opération. À la 3e application, la viande était ferme, d'un rouge foncé et sèche au toucher. Si l'on mesurait l'activité de l'eau à ce stade, elle serait d'environ 0,92. Suffisamment basse pour inhiber la plupart des bactéries, mais pas assez pour garantir une sécurité alimentaire totale. C'est là que le fumage intervenait. Le fumoir était une structure en pierre ou en bois doté d'un foyer séparé de la viande par un long conduit souterrain. La fumée qui atteignait la viande suspendue était froide, à moins de 30 degrés Celsius. C'était essentiel. La fumée chaude aurait cuit l'extérieur, formant une croûte dure qui aurait emprisonné l'humidité à l'intérieur. La fumée froide, au contraire, séchait lentement la viande, tout en déposant une multitude de conservateurs chimiques invisibles sur chaque surface. La fumée de bois contient plus de 200 composés différents. Les plus importants sont les phénols et les acides organiques. Les phénols proviennent de la lignine, le polymère résistant qui confère au bois sa structure. Lors de la combustion du bois à basse température, la lignine se fragmente et libère des substances chimiques comme le guaiacol et le syringol. Ces phénols sont des désinfectants. Ils pénètrent la surface de la viande et éliminent les bactéries par contact. Ils empêchent également la graisse de rancir, ce qui explique pourquoi la viande fumée ne développe pas cette odeur aigre et de décomposition, même après plusieurs mois. Les acides organiques, l'acide acétique et l'acide propionique agissent de façon encore plus ingénieuse. Ils abaissent le pH de la surface de la viande à environ 5,0. Les bactéries ne peuvent survivre en milieu acide. Mais voici le secret. Ces acides ne restent pas en surface. Ce sont de petites molécules. Elles traversent la paroi cellulaire bactérienne et pénètrent à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, où le pH est neutre, la molécule d'acide se fragmente et inonde la cellule d'ions hydrogène. Les bactéries doivent déployer toute leur énergie pour tenter d'expulser ces ions. Elles s'épuisent et meurent. La fumée ne se contente pas d'enrober la viande. Elle la transforme en un véritable piège. Au bout de 6 semaines, le jambon fut sorti du fumoir. Dur et presque noir,
À l'extérieur, il avait perdu entre 25 et 30% de son poids initial. Il exhalait un arôme de bois et de sel. Le fermier l'enveloppa dans un linge, le suspendit dans une cave fraîche et sèche et le laissa là. 1 an plus tard, lorsqu'il le coupa, l'intérieur était d'un rouge profond, ferme et tendre, préservé uniquement par le sel, la fumée et le temps. Cette pratique était courante. Des monastères allemands tenaient des registres attestant de la conservation de jambon pendant 18 mois sans altération. Au XVIIe siècle, les navires traversant l'Atlantique transportaient des barils de lard salé qui restaient consommables tout au long du voyage, soit 6 mois en mer sans réfrigération. En 1841, un inspecteur des denrées alimentaires de Belfast testa des jambons importés de Westphalie, en Allemagne. Il constata qu'après 12 mois de conservation dans une cave sèche, leur saveur et leur conservation étaient supérieures à celles de tous les produits locaux. La méthode fonctionnait car elle respectait le processus biologique de la décomposition. Elle ne cherchait pas à tromper les bactéries avec des produits chimiques. Elle éliminait ce dont elles avaient besoin pour survivre, l'eau, l'oxygène et un pH neutre. C'était une forteresse, construite de sel et de fumée. Et une fois cette forteresse achevée, la viande devenait intouchable. À présent, examinons pourquoi cela fonctionnait à un niveau que la plupart des gens ignorent, le niveau moléculaire. Les bactéries ont besoin de 3 choses pour se développer: de la nourriture, de l'eau et un environnement adéquat. Les techniques de conservation médiévales s'attaquaient à ces 3 éléments. Commençons par l'eau. Les scientifiques appellent cela l'activité de l'eau, notée AW. C'est une échelle de 0 à 1. L'eau pure a une activité de l'eau de 0. La viande fraîche a une activité de l'eau de 0,498. Ce nombre indique la quantité d'eau disponible pour les bactéries. Lorsqu'on sale la viande, il se produit un phénomène souvent méconnu. Le sel ne reste pas immobile. Il se dissout dans l'eau contenue dans la viande et se sépare en ions sodium et chlorure. Ces ions attirent les molécules d'eau et les retiennent. L'eau est toujours présente, mais elle n'est plus accessible aux bactéries. Imaginez une pièce remplie de chaises. Si elles sont vides, on peut s'asseoir. Mais si chaque chaise est recouverte d'un manteau, la pièce est pleine, certes, mais inutilisable. Les ions de sel sont ces manteaux. Ils occupent les molécules d'eau. Lorsque l'activité de l'eau descend en dessous de 0,95, on recouvre tellement de chaises que la plupart des bactéries ne trouvent plus d'endroit où s'asseoir. Elles meurent de faim. Mais le bacon médiéval ne s'arrêtait pas à 0,95. Il descendait jusqu'à 0,85, voire moins. À ce stade, même les bactéries les plus résistantes, comme le staphylocoque doré, peinent à survivre. Les champignons, quant à eux, ne peuvent se développer qu'à partir de 0,80. La viande devient alors un désert biologique. Ajoutez maintenant la fumée. La combustion lente du bois produit non seulement des arômes, mais aussi des composés chimiques. L'une des réactions fondamentales est la pyrolyse. Ce processus se produit lorsque la chaleur décompose la structure du bois sans flamme. La lignine, le composé qui confère au bois sa dureté, se fragmente en molécules plus petites, les phénols. Ce sont les mêmes substances chimiques que l'on retrouve dans les bains de bouche antiseptiques et les désinfectants hospitaliers. Lorsque la fumée phénolique entre en contact avec la surface de la viande, ces molécules ne sont pas repoussées. Elles adhèrent. Elles réagissent avec les protéines présentes en surface et forment une fine couche résistante appelée film. Ce film, semblable à du film alimentaire, emprisonne l'humidité résiduelle et bloque l'oxygène et les bactéries présentes dans l'air. Mais les phénols agissent aussi à l'intérieur de la viande. Ils traversent les fibres musculaires et se lient aux molécules de graisse. La graisse rancit normalement au contact de l'oxygène. Les phénols bloquent cette réaction. C'est pourquoi un jambon de 2 ans ne sent pas le gras pourri. La fumée a neutralisé les réactions de décomposition avant même qu'elles ne commencent. Le 3e niveau de défense est le pH. Les acides organiques présents dans la fumée, principalement l'acide acétique, le même que dans le vinaigre, abaissent le pH de surface de la viande à environ 5,0, voire moins. C'est important car les bactéries ont un environnement optimal. La plupart des agents pathogènes préfèrent un pH compris entre 6,5 et 7,5, proche de la neutralité. Lorsque le pH descend à 5,0, leurs enzymes cessent de fonctionner
et leurs membranes cellulaires sont endommagées. Mais voici ce qui la rend mortelle. Ces molécules d'acide sont minuscules. Elles traversent la paroi cellulaire bactérienne. Une fois à l'intérieur, elles se fragmentent et libèrent des ions hydrogène. L'intérieur de la cellule bactérienne est alors inondé d'acide. La bactérie dépense toute son énergie à essayer d'expulser l'acide. Puis elle s'épuise et meurt. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière. Chaque méthode, sel, fumée, séchage, crée un obstacle. Prise individuellement, chaque barrière peut ralentir la prolifération bactérienne. Ensemble, elles forment une barrière impénétrable. La viande médiévale non seulement résistait à la décomposition, mais elle était chimiquement programmée pour détruire tout ce qui tentait de la détériorer. Votre bacon moderne est dépourvu de tout cela. Les 15% d'eau ajoutée maintiennent une activité de l'eau dangereusement élevée. L'arôme de fumée liquide est pulvérisé pour le goût et non pour la conservation. Il n'y a ni film protecteur, ni barrière phénolique, ni modification du pH. La viande est tendre, humide et vulnérable aux bactéries. Seul un réfrigérateur à 4 degrés C et un emballage plastique protègent votre bacon de la putréfaction complète. Coupez le courant pendant 12 heures et votre paquet à $10 devient un risque biologique. Alors, si l'ancienne méthode était supérieure, plus sûre, plus durable, plus résistante, pourquoi l'avons-nous abandonnée? 3 raisons. La rapidité, le coût et la chaîne du froid. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique devait nourrir une population croissante. Les entreprises de transformation de la viande souhaitaient écouler leurs produits rapidement. Le salage traditionnel prenait 6 à 8 semaines. Le salage à sec, le fumage lent et un stockage soigneux étaient trop lents pour une production industrielle. Puis, dans les années 1950, des ingénieurs ont inventé l'injection de saumure. Au lieu d'attendre que le sel se diffuse dans la viande pendant des semaines, ils pouvaient l'injecter en quelques secondes à l'aide d'aiguilles. Une machine équipée de 40 aiguilles pouvait injecter un jambon entier en moins d'1 minute. Mais l'injection produisait autre chose, elle augmentait le poids. Lorsqu'on injecte une solution saline dans la viande, les fibres musculaires gonflent et absorbent le liquide comme une éponge. Un jambon de 5 kg pouvait ainsi atteindre 5 ou 6 kg du jour au lendemain. Le transformateur n'a pas perdu 25% à cause du séchage, mais 15% grâce à l'eau ajoutée. Chaque demi-kilo d'eau vendue au prix de la viande représentait un bénéfice net. L'industrie a adoré et les consommateurs n'y ont pas prêté attention au début. La viande paraissait charnue et fraîche. Ce n'est qu'à la cuisson que la vérité a éclaté au grand jour. Ce liquide blanc qui se répand dans la poêle n'est pas de la graisse. C'est de l'eau injectée qui s'échappe, mélangée à des protéines dissoutes et à des phosphates. Vous voyez votre argent partir en fumée. Il y a ensuite la question de l'étiquetage. Dans les années 70, les consommateurs ont commencé à s'inquiéter des nitrites. Des études ont établi un lien entre leur présence et le cancer lorsqu'ils sont cuits à haute température. L'industrie se trouvait face à un problème. Les nitrites préviennent le botulisme et donnent au bacon sa couleur rose. Sans eux, le bacon devient gris et dangereux. Alors, au lieu de supprimer les nitrites, on a trouvé une faille, la poudre de céleri. Le céleri contient naturellement une forte concentration de nitrates. Lorsqu'on ajoute de la poudre de céleri à la viande avec une culture bactérienne de démarrage, les bactéries transforment les nitrates en nitrites. Il s'agit exactement de la même substance chimique, l'effet est exactement le même. Mais comme il s'agit d'un légume, le ministère de l'Agriculture américain autorise l'étiquetage non traité et sans nitrates ajoutés. Les consommateurs voient la mention naturelle et paient $3 de plus par livre. L'industrie peut ainsi continuer à utiliser des nitrites tout en facturant un prix plus élevé pour dissimuler leur présence. Voici le système alimentaire moderne. Optimisation pour le profit, ajout d'eau, exploitation des failles, vente de l'illusion de la tradition tout en faisant le contraire. Mais il existe une raison plus sombre à l'abandon des anciennes méthodes, la chaîne du froid. Dans les années 60 et 70, la réfrigération est devenue bon marché et généralisée. Chaque camion, chaque entrepôt, chaque magasin était équipé de chambres froides. Si l'on pouvait maintenir la viande au frais de l'abattage à l'assiette, il n'était plus nécessaire de la conserver. On pouvait la vendre moelleuse, fraîche et rentable. La conservation est
devenu superflu. Sauf que ce n'était pas inutile, c'était une mesure de sécurité. Au Moyen-Âge, on conservait la viande pour survivre à l'hiver, à la guerre, aux mauvaises récoltes. Leurs aliments devaient se conserver. Les nôtres, eux, n'ont besoin de tenir que jusqu'au prochain passage au marché. Nous avons sacrifié la durabilité au profit du confort. Et maintenant, en cas de panne de courant ou de rupture de la chaîne d'approvisionnement, nos aliments se gâtent en quelques jours. Alors que faire? 3 options s'offrent à vous. Trouver de la viande véritablement conservée, la préparer vous-même, ou au moins apprendre à reconnaître les contrefaçons. Tout d'abord, trouvez un produit authentique. Recherchez les jambons étiquetés jambon de campagne ou jambon sec. Ces jambons sont plus proches des méthodes traditionnelles. Ils sont salés, affinés et parfois fumés sans injection. Ils seront fermes, foncés et chers. Un véritable jambon de campagne coûte 3 à 5 $ de plus par livre qu'un jambon de supermarché. Mais il n'est pas gorgé d'eau. Vous payez pour de la viande, pas pour une marge bénéficiaire sur l'eau du robinet. Vérifiez particulièrement la présence de la mention « séché ». Salé à l'eau signifie que le produit a été trempé ou injecté. Séché signifie qu'il a été conservé dans du sel et affiné. Si l'emballage mentionne eau ajoutée dans la liste des ingrédients, reposez le produit. Vous achetez une éponge. Deuxièmement, vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Il vous faut 3 choses, du sel, du temps et de la patience. Commencez par une poitrine de porc. Pesez-la. Utilisez 2% de son poids en sel. Donc, pour une poitrine de 2,5 kg, cela représente environ 85 g de sel. Mélangez le sel avec une petite quantité de sel de salaison, aussi appelé sel rose ou sel de Prague Nigro E1. Ce sel contient du nitrite de sodium et prévient le botulisme. Vous pouvez l'acheter en ligne. Il est indispensable si vous salez votre viande vous-même. Frottez le mélange de sel sur toutes les surfaces de la viande. Placez-la dans un récipient non réactif, comme du verre ou du plastique alimentaire. Mettez-la au réfrigérateur. Tous les 2 jours, retournez-la et égouttez le liquide qui s'y accumule. Au bout de 7 jours, rincez la viande à l'eau froide et séchez-la en la tamponnant avec du papier absorbant. Laissez-la maintenant sécher. Enveloppez-la dans une étamine et suspendez-la dans un endroit frais et sec, comme une cave ou un réfrigérateur entrouverte, à une température comprise entre 10 et 15 degrés Celsius. Laissez-la sécher pendant 2 à 4 semaines. La viande perdra 15 à 20% de son poids et deviendra ferme. La graisse deviendra légèrement translucide. Si vous souhaitez la fumer, fumez-la à froid pendant 8 à 12 heures avec du bois dur comme du chêne ou du hickory. Maintenez la température en dessous de 27 degrés. Une fois prête, la lardonne sera ferme, foncée et n'aura rien à voir avec celle du commerce. Elle se conservera des mois au réfrigérateur ou des semaines à température ambiante si elle est bien sèche. Tranchez-la finement. Sa saveur est intense, salée, fumée et concentrée. C'est ce qu'était la lardonne il y a 1000 ans, avant que l'on décide d'y ajouter de l'eau et de crier au progrès. Troisièmement, apprenez à repérer les contrefaçons. Si votre bacon laisse échapper un liquide blanc à la cuisson, il a été injecté. S'il rétrécit de plus de 10% à la cuisson, il a été gorgé d'eau. S'il est étiqueté non traité mais contient de la poudre de céleri, il contient tout. De même des nitrites. On vous trompe avec un légume. Le paysan médiéval et son fumoir n'étaient pas primitifs. C'était un ingénieur qui comprenait que la nourriture est une affaire de chimie. Il savait que l'eau est l'ennemi de la conservation. Il savait que la fumée est un remède. Il savait que c'est le temps et non les raccourcis qui garantit la sécurité alimentaire. On l'avait oublié. On a troqué sa sécurité contre une chaîne du froid et on a crié au progrès. Mais quand il y aura une panne de courant, quand les camions s'arrêteront, quand les rayons des magasins seront vides, votre bacon sera toujours suspendu à la cave, sain et sauf. Le vôtre, lui, pourrira dans un sac plastique. Si ce contenu vous ouvre les yeux sur des vérités que l'industrie préfère dissimuler, c'est le moment de rejoindre notre communauté. Abonnez-vous. Chaque nouvel arrivant est une voix de plus qui exige transparence et qualité. Partagez votre expérience avec le bacon de supermarché en laissant un commentaire ou dites-nous si vous avez déjà essayé des méthodes de conservation traditionnelles. Et ce bouton « J'aime », il montre non seulement que vous avez apprécié ce documentaire, mais il aide aussi d'autres personnes à découvrir ces informations essentielles.
délibérément occultés par des décennies de marketing industriel. Ensemble, nous faisons ressurgir un savoir ancestral qui n'aurait jamais dû tomber dans l'oubli. Le secret d'une viande qui se conserve bien ne réside ni dans un laboratoire ni dans une usine. Il tient au sel, au fumage et à la patience nécessaire pour laisser la chimie opérer. Le bacon médiéval était un aliment conçu pour la conservation. Le vôtre est conçu pour être vendu. À vous de choisir.